This is Thomas Taddeo from Florida. Thank you for listening to Melody FM 103.3 Port-au-Prince, Haiti. Bonjour. L'opposition politique haïtienne est-elle mise hors jeu? Les événements survenus les 6 et 7 juillet dans la zone métropolitaine à la suite de l'augmentation des prix des produits pétroliers continuent d'alimenter les débats dans les médias électroniques. Du porte-parole de la présidence, Lucien Jurat, au secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris, les interventions sans langue de bois de ces deux cadres ont cloué au pilori le gouvernement de Jacques-Guy Lafontan, pour n'avoir pas analysé de façon approfondie les retombées d'une telle décision. Il s'agit pour ces deux personnalités d'orienter l'opinion publique vers la mauvaise gestion du dossier de l'augmentation des prix des produits pétroliers par le gouvernement Lafontan. En mettant l'accent et en attirant l'attention sur le gouvernement, ils veulent créer les conditions favorables à la démission du Premier ministre et de son gouvernement afin de mettre le président à l'abri des critiques. Si la stratégie du pouvoir va dans le sens voulu, Jacques-Guy Lafontan remettra sa démission 24 heures avant la poursuite de la séance d'interpellation à la Chambre des députés qui doit avoir lieu incessamment. L'opposition politique a compris la mise en scène concoctée par le pouvoir, mais n'a pu anticiper le cours de l'histoire pour parvenir à la table rase telle que souhaitée. L'appel à la grève générale du lundi 9 et du mardi 10 juillet ont été paralysés lundi en raison des violences survenues pendant le week-end. Les interventions de certaines figures de l'opposition dans les médias électroniques réclament la démission du président Jovenel Moïse, mais elles semblent ne produire aucun effet. Les manifestations de rue planifiées par l'opposition ne parviennent pas à attirer la grande foule qui serait nécessaire pour pousser le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir. La grève générale ne constitue plus une arme politique pouvant ébranler le pouvoir. En un mot, l'opposition ne dispose pas, pour l'instant, d'une arme vraiment politique qui pourrait lui permettre d'arriver à ses fins. Depuis les problèmes de santé frappant l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, l'opposition est en panne d'un leader pouvant contrebalancer le pouvoir de Jovenel Moïse. Ne disposant d'aucun chef de parti politique pouvant jouer son rôle, à la suite d'un mouvement unitaire, bénéficiant de l'appui de différentes forces politiques, l'opposition politique haïtienne organisée et structurée est encore en hibernation. En dépit de la faiblesse de l'opposition, Jovenel Moïse devra faire attention. Après la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontan, il va devoir choisir un nouveau Premier ministre. Ce choix sera déterminant dans la conduite des affaires du pays. S'il choisit un Premier ministre soumis, logé à la même enseigne que celui qui est en poste actuellement, il lui sera difficile de parvenir au terme de son mandat. Il doit nécessairement entrer en concertation avec les forces politiques en présence afin de ne pas répéter les erreurs du passé. Un autre article à avoir retenu notre attention pour cette rubrique de revue de la semaine, débordement de colère en Haïti. C'est un article qui est tiré de la rubrique Les grands entretiens et il est publié dans la presse canadienne. Selon le sociologue et auteur Frédéric Boiron, originaire d'Haïti, la hausse des prix du carburant n'est que la goutte qui a fait déborder le vase. Pour en arriver à ce difficile climat social, la colère de la population haïtienne s'est construite sur une rupture de confiance envers l'État, s'il y en a déjà eu. Le sociologue affirme qu'Haïti n'est pas parvenu à implanter la démocratie
parce que les dirigeants ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il en résulte un manque de projets rassembleurs et de vision commune, ce qui permettrait au pays de se développer. Pour lui, le fait que l'État n'ait pas prévu une solution à la hausse de prix du baril de pétrole en est un exemple. Selon Frédéric Boiron, comme le gouvernement savait depuis février que la subvention publique des produits pétroliers devait cesser, il aurait pu se doter de plusieurs moyens pour permettre au peuple haïtien d'encaisser ce coup. Tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé la question de l'autosuffisance alimentaire en Haïti, on sera loin de développement. Les gens qui prennent la rue aujourd'hui, ce sont les gens qui ne savent pas quoi donner à manger à leurs enfants demain. Mais le Fonds monétaire international n'a pas changé d'avis. La subvention accordée par le gouvernement sur le prix de l'essence ne fait qu'avantager les riches. Le prix de l'essence doit être augmenté. Eh bien, c'est le titre de l'article de la journaliste Jacqueline Charles, publié dans le quotidien des Miami Herald. Donc, le Fonds monétaire international ne recule pas. Coûte que coûte, il faut augmenter le prix de l'essence. Nous ne ferons pas back, déclare Gerick Rice au cours d'une rencontre qui a eu lieu jeudi 11 juillet. Le Fonds monétaire international, qui est basé, rappelons-le, à Washington, qui aide les pays à stabiliser leurs finances, est formel là-dessus. L'essence se vend actuellement en Haïti en dessous du prix du marché et ce bénéfice plutôt disproportionné ne fait que bénéficier aux nantis. Cette subvention empêche aussi de créer des programmes sociaux, ce qui serait tellement nécessaire. Et Jerry Rice en a profité pour rappeler que Haïti avait signé il y a environ 6 mois un agrément avec le fonds qui aurait donné à Haïti accès à ce prêt de 96 millions de dollars avec un intérêt assez bas. Donc, c'est la politique du wait and see. On ne sait pas encore quand est-ce que cette augmentation du prix de l'essence va être annoncée, mais ce qui est certain, c'est que cela va et doit se faire. Pendant cette attente, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, se trouvait à Caracas, où il a rencontré son homologue vénézuélien, Jorge Arriaza, pour lui demander de l'aide. Et ceci, malgré la gargote faite par les gouvernements précédents, surtout par les premiers ministres de ces gouvernements, avec l'argent de Petro-Caribé. Et surtout, malgré le fait que l'actuel président Jovenel Moïse a mis un frein, je dirais même une interdiction formelle pour empêcher de juger ce qui méritait de l'être, s'étant emparé de ces fonds Petro-Caribé destinés au peuple haïtien. Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre entre les deux ministres des Relations extérieures à Caracas? Eh bien, une dépêche de Réseau Nord-Ouest dit ceci. Venezuela et Haïti vont réactiver le programme Petro-Caribé pour financer de nouveaux projets en dépit de la dilapidation de plus de 3 milliards de dollars de fonds de Petro-Caribé et le refus systématique des autorités de Port-au-Prince de poursuivre en justice les présumés coupables. Les gouvernements vénézuéliens et haïtiens ont donc décidé de réactiver une commission conjointe pour financer les projets de développement, a informé le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arriaza, après une rencontre avec son homologue haïtien, Antonio Rodrigue. La dépêche date de Caracas et du mercredi 11 juillet 2018. Et on y dit ceci, le gouvernement du Venezuela, dont l'unité monétaire, le bolivar, ne vaut pas plus que 10 centimes américains sur les marchés de change, et les autorités haïtiennes ont signé des accords sur l'agriculture et l'énergie. Néanmoins, les teneurs n'ont pas été révélées. Il s'agit d'une initiative lancée pour un commerce équitable et responsable tout en n'écartant pas les réalités de nos économies et un mécanisme de solidarité qui a eu un grand impact dans les Caraïbes comme Petro-Caribé, a déclaré le ministre vénézuélien des Relations extérieures. À cette réunion de haut niveau qui s'est tenue à la Casa Amarilla, qui est le siège du ministère des Affaires extérieures du Venezuela, ont pris part Antonio Rodrigue, qui est le chef de la diplomatie haïtienne,
ainsi que l'équipe vénézuélienne chargée du dossier de Petrocaribé. De son côté, M. Rodrigue a signé un accord pour réaffirmer la coopération entre les deux pays et le développement de projets en Haïti. Venezuela, où des milliers d'habitants se réfugient au Chili et dans d'autres pays sud-américains pour raisons économiques, et Haïti, pour la deuxième fois en moins d'un an, ont donc convenu, mercredi, de réactiver un comité binational pour financer des projets présentés par le président Jovenel Moïse, a déclaré Jorge Arreaza après une rencontre avec son homologue haïtien Antonio Rodrigue. Sans faire état du fonds Petrocaribé dilapidé selon les deux rapports du Sénat haïtien par des indexés anciens PM et ministres Bellerive et Lamotte, Wilson Lalo, Stéphanie Balmire-Vildouin et autres, le Venezuela, en difficulté avec sa monnaie nationale, a déclaré avoir réactivé son comité binational pour financer des projets de développement en République d'Haïti. Le ministre Arreaza a ajouté qu'en vertu de l'accord Petrocaribé, le Venezuela fournit de l'essence à Haïti à des conditions préférentielles. Pour sa part, le ministre haïtien des Affaires étrangères, qui ne s'est jamais prononcé sur le dossier Petrocaribé, que le sénateur Joseph Lambert, en février dernier, a acheminé à la CSCCA, a indiqué que c'était une étape importante dans la coopération entre les deux pays et a remercié le Venezuela pour sa bonne disposition concernant Haïti. Aujourd'hui est un jour important pour nous, Haïtiens. Nous allons donc pouvoir compter sur ce soutien que le Venezuela nous accorde pour le développement des programmes et des projets sociaux, des projets d'énergie en Haïti et des projets ayant rapport avec l'agriculture. C'est ce qu'a ajouté M. Rodrigue, oubliant que les fonds de Petrocaribé, selon les propres mots de l'ex-président Michel Martelly à Enfrasa, ont servi entre autres à construire des hôtels de haute gamme à Port-au-Prince et à Pétionville. Suivez mon regard. Rappelons qu'en novembre dernier, le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est engagé lors d'une brève visite du président Jovenel Moïse à Caracas à contribuer au développement d'Haïti après la signature d'un accord de coopération sur les infrastructures routières, hydrauliques et électriques. Un accord dont le contenu, plus de 6 mois plus tard, non seulement n'a jamais été rendu public, mais aussi n'a eu aucun effet escompté depuis que les États-Unis ont adopté des sanctions contre de hauts dignitaires vénézuéliens. Autre nouvelle de la semaine, celle du renvoi du Premier ministre. Ce renvoi aura-t-il lieu? Le Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine pourrait être démis de ses fonctions à la suite des émeutes et violences qui ont secoué le pays ces jours derniers, selon le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste de Port-au-Prince, Franz Duval. Déclaration faite par Franz Duval du Nouvelliste à la presse canadienne. Mais jusqu'à date, nous n'avons pas entendu parler de ce départ du PM. Revenons au déchoucage des 7 et 8 juillet avec un nouvel article de Réseau Nord-Ouest. En voici le titre. Pillage de magasins. Le sénateur Don Cato dans le collimateur du commissaire Daméus. En effet, le chanteur-sénateur Antonio Cherami se trouve dans l'eau chaude cette semaine. Les autorités haïtiennes ont fait apposer des scellés sur l'une de ses propriétés qui se trouve à Pétionville, et ceci dans le cadre des actions menées par le parquet de Port-au-Prince suite aux émeutes des 7 et 8 juillet en réaction à l'augmentation vertigineuse des prix à la pompe des produits pétroliers. Le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Oknam Klamé Daméus, a indiqué que des produits, fruits des pillages des entreprises de la zone ont été entreposés par des individus dans une maison appartenant à l'élu de Vérité dans le département de l'Ouest, sise à la rue Villatre, numéro 54. L'avocat du sénateur Cherami, maître Jean Danton Léger,
a affirmé que cette mesure de son successeur au parquet de Port-au-Prince n'a aucune motivation judiciaire, mais a été prise, d'après lui, selon une certaine raison d'État, car la maison est habitée par un petit commerçant du nom d'Axano et rien n'autorise le commissaire d'Améus à ordonner la position de scellé sur cette propriété. Toujours dans le même domaine, on apprend que 64 arrestations ont été perpétrées par le parquet de Port-au-Prince. Ces 64 personnes ont été arrêtées, plusieurs d'entre elles en flagrant délit, c'est-à-dire avec l'objet volé en main. Parmi ces 64 personnes, 4 ont été pris la main dans le sac. Ils avaient donc en main les produits volés. Et bien voilà, c'était l'essentiel pour la semaine. Haïti, pas différent. La belle les Antilles, nous, nous, toujours vivants.